discussion, en tout cas une rencontre que nous avons l'opportunité de faire avec notre cher docteur. Docteur, vraiment merci. On est ravis de vous avoir ce soir et on a hâte de vous entendre. Et j'avais envie de vous poser comme première question, après avoir entendu justement la présentation par Kathleen de Kerkhove, la présidente des enfants de Panzi et d'ailleurs, en quoi, selon vous, cette ASBL est particulière, est efficace, est utile, parce que vous en voyez passer des ONG, des ASBL, ça manque pas qu'à vous et autour de Goma. Qu'est-ce qu'ils apportent de particulier selon vous et comment vous les appréciez? Parce que peut-être dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé mais pourquoi le docteur Mukwege est-il en Belgique? Et bien, il est en Belgique parce que Kathleen de Kerkhove lui a demandé de venir pour soutenir des enfants de Panzi et d'ailleurs. Voilà. Alors pourquoi cher docteur? Je tiens d'abord à remercier l'auditoire. Je vois certains visages que je connais, d'autres pas. Mais vous tous qui soutenez ce qui est fait enfant des Panzi et d'ailleurs, je voulais profiter de cette occasion pour vous remercier pour le travail formidable que vous faites sur le terrain, puisque souvent, vous savez, les enfants, ils sont des oubliés. Les enfants, on les voit dès que les parents ne sont plus là pour une raison ou une autre, surtout dans les conditions de guerre que nous connaissons en République démocratique du Congo. Ils payent un lourd tribut de toutes les guerres que nous connaissons. Et donc, votre engagement pour les enfants, votre engagement à côté des enfants des Panzi et d'ailleurs, nous va droit au cœur. Et merci beaucoup pour cet effort. Mais ça manquait particulièrement? Je crois que je travaille avec l'équipe de Kathleen maintenant depuis un peu 8 ans. Et je crois que ce que cette équipe fait est tout à fait exceptionnel. Parce que nous avons des ONG qui viennent pour les urgences et qui partent, ou qui peuvent vous aider une fois, et puis après, je ne dis pas que ce qu'ils ont fait n'est pas bien, mais là, ce que Kathleen est en train de montrer, c'est que les enfants que nous avions pris en charge, que nous avions opérés, ces enfants qui souvent étaient même aussi, les parents parfois les abandonnaient. Mais le travail qu'ils sont en train de faire, c'est faire le suivi de ces enfants sur tous les plans, que ce soit médical, psychologique, les aider sur le plan de leur éducation, s'assurer qu'ils n'ont pas de problèmes liés au viol qui peuvent les empêcher d'avoir une scolarité normale. Et ça, c'est un travail de longue haleine et puis qui s'étale dans le temps. Je crois que ça, c'est une spécificité que je salue ici le travail que fait les enfants des Panzi et d'ailleurs. Je voudrais aussi dire que soutenir les enfants dans ces contextes de conflit, puisque en fait, elle est venue à Panzi et quand elle a vu la souffrance des enfants, elle a créé avec ses collègues cette organisation qui soutient les enfants, pas seulement en République démocratique du Congo. L'expérience acquise en République démocratique du Congo a permis à l'équipe MENA de s'étendre en Ukraine, en Irak, et elle est souvent sollicitée MENA dans beaucoup de pays qui ont le problème avec les enfants issus du viol. Et je pense que vraiment, elle mérite nos acclamations. Merci. Ce soir, qui est très engagée aussi. Et l'une des fondatrices est engagée. Et vous, docteur, en fait, on vous connaît mieux comme l'homme qui répare les femmes. Hein, vous qui êtes aux côtés de ces femmes qui ont été violées. Quand on dit violées, le mot est trop faible. Elles sont détruites. Et est-ce que depuis, vous avez fondé cet hôpital de Panzi en 99, est-ce que depuis, la situation s'améliore pour les femmes? Je risque peut-être d'être long, puisque cette question-là nous oblige de parler de notre histoire, puisque
la guerre en République démocratique du Congo, il faut dire que maintenant cette guerre dure 3 décennies. C'est depuis 1996 que la guerre a commencé en République démocratique du Congo. Et je pense que lorsqu'on on va un peu plus loin pour savoir ce qui se passe et pourquoi cette guerre peut durer pendant 3 décennies sans qu'on puisse trouver des solutions, on se rend compte qu'il y a malheureusement des personnes qui veulent changer l'histoire, puisque il faut appeler les choses par leur nom. Nos voisins, spécialement le Rwanda, réclament aujourd'hui qu'il aurait des terres au Congo. Et ce qui est vrai est que, je disais là, tout passe sauf le passé. C'est la devise de ce musée dans lequel nous sommes. Je crois que quand moi je consulte comment ces pays, nous sommes arrivés à être une nation, puisque je considère que le Congo c'est une nation, c'est que dans les années 1860, quand le roi Léopold II veut absolument avoir une colonie, contre l'avis du gouvernement belge, contre les Belges à l'époque, il a utilisé tous les stratagèmes pour obtenir cette colonie. Et parmi ce qu'il avait fait, je ne vais pas entrer dans l'histoire, mais il avait fait signer des traités à tous les chefs coutumiers congolais à l'époque. Et ils étaient 450 tribus qu'il a pu obtenir par un juriste anglais de signer un papier que certainement ces chefs ne comprenaient pas ce qu'ils signaient, mais ils cédaient leurs terres au roi des Belges. Et ça, c'est sur le plan interne. Et quand le roi des Belges va négocier maintenant les frontières du Congo, il avait déjà ces documents qui, en fait, lui étaient cédés par les rois et les chefs coutumiers du Congo. Et il avait affaire à de puissances colonisatrices comme l'Allemagne de Bismarck ou l'Angleterre, qui était aussi une grande puissance, puisque à cette époque-là, l'Allemagne occupait la Tanzanie, qui est à notre frontière sud-est, le Burundi et le Rwanda. Et l'Angleterre, l'Ouganda, qui est aussi à notre extrême est au nord. Et il a pu convaincre ces puissances, sur le plan international, des frontières qui ont constitué les Congos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ici, il n'y a personne qui conteste les frontières de la RDC. Mais ils ne vont pas comprendre pourquoi nous sommes en guerre pendant 30 ans. Oui. Et ce que je voulais expliquer, qu'il y a des pays qui veulent déformer l'histoire, et malheureusement, les arguments qui sont là, les tribus qui ont été au Congo, qui ont constitué ce qui est aujourd'hui la nation congolaise, en fait, il faudrait tout simplement vouloir avoir la mauvaise foi pour pouvoir se dire que les frontières de la République démocratique sont discutables. D'autant plus que nous avons le lac Tanganyika, nous avons des frontières naturelles avec la Tanzanie, avec le Burundi et une partie du Rwanda. Et donc, en 1996, madame, avec les génocides de 1994 au Rwanda, il y a une traversée massive de Hutus qui viennent au Congo. Et ces Hutus, 2 ans après, le Rwanda décide de les attaquer. Et en les attaquant, ils attaquent le Congo. Ils attaquent le Congo, donc ils agressent le Congo. Et à ce moment-là, ce qui est dit officiellement, c'était de placer les réfugiés de la frontière. La plupart de ces réfugiés sont retournés au Rwanda, mais une partie s'est plutôt enfouie dans la forêt. Et cette aventure va amener de la frontière est jusqu'à la frontière ouest, donc à Kinshasa, à 2000 km. Et aujourd'hui, on voit très bien l'évolution. D'abord, quand on arrive à Kinshasa, on se rend compte qu'il y a des facilités énormes et on veut profiter, mais le pillage de nos minéraux va être d'abord la première étape de cette occupation
et de cette agression. Mais progressivement, puisque aujourd'hui ça ne tient plus, vous ne pouvez pas continuer à exporter des minéraux que vous n'avez pas chez vous. Alors, eh ben, ils veulent changer de narrative en disant non, nous voulons absolument récupérer des terres, comme j'ai suivi le ministre de l'Unité nationale qui disait que le territoire des Fizi, Itongo qui est dans le Mwenga, appartient au Rwanda. J'ai dit, ben, écoutez, soyons quand même sérieux. On est à 200 km de la frontière. C'est pour ça qu'il faut des bons musées. Voilà. C'est pour ça qu'il faut des bons musées. Exactement. Et c'est pour cette raison que je suis très heureux de faire cette conférence ici, où vous avez le preuve de ce qu'est la frontière de la République démocratique du Congo, même si des gens peuvent essayer de tricher, mais en fait, on ne triche pas avec l'histoire. Et est-ce que, pour reprendre la question, docteur, est-ce que cette arme de guerre qu'est le viol est moins utilisée désormais dans la région? Est-ce que vous voyez une situation qui évolue positivement pour les femmes? Est-ce que vous voyez aussi que les femmes que vous avez prises en charge se réinsèrent plus facilement dans leur communauté? Est-ce que la situation évolue depuis 1999? Malheureusement, depuis 1999, le problème que nous avons, c'est que les viols continuent. Rien que l'année dernière, le Médecins sans frontières avait déclaré qu'il y a eu 90 000 femmes qui ont été violées seulement au Nord Kivu. Et en fait, si le viol est utilisé massivement dans ces conflits, c'est puisque tout simplement le viol non seulement humilie, détruit les tissus sociaux, détruit les tissus économiques et entraîne un psychotraumatisme énorme, pas seulement pour les victimes, mais pour la communauté. Mais pour la communauté en entière. Et je crois que c'est largement utilisé pour traumatiser les Congolais et mettre les Congolais dans une situation psychotraumatique qui ne les permet pas d'avoir des réactions normales. Vous qui connaissez bien, évidemment, les femmes qui ont été violées. On parle beaucoup du mouvement MeToo et beaucoup s'interrogent pourquoi les femmes parlent si tard, ou ne parlent quasiment jamais, ou en tout cas tellement longtemps après. Et certains ne le comprennent pas. Est-ce que vous le comprenez, vous? Je crois que, moi j'ai toujours dit, ceux qui commettent les viols utilisent le silence comme une arme de protection. Parce que si les femmes dénonçaient, il y aurait eu peu de viols. Mais vous allez voir que dans la stratégie des viols, même dans les pays en paix, comme la Belgique, c'est toujours sous menace. Si vous osez dire, voilà ce qui va vous arriver, voilà ce que je peux faire. Et donc je pense que briser le silence, c'est une arme absolue pour lutter contre les viols dans une communauté. Malheureusement, quand vous brisez le silence, il y a des conséquences qui s'en suivent. C'est qu'une femme qui brise le silence, ce n'est pas forcément qu'elle sera soutenue par la communauté. Ce n'est pas certain qu'elle sera soutenue par son mari, par sa famille. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire tous pour lutter contre les violences sexuelles, c'est de soutenir les victimes des violences sexuelles. Puisqu'à partir du moment où les femmes, ou même des hommes qui subissent ces atrocités, ces barbaries, sentent qu'ils vont avoir le soutien de leur communauté, le soutien de la justice, je crois que ça sera beaucoup plus facile. Mais si les femmes continuent à vivre ce qu'elles vivent aujourd'hui, c'est que sur 100 femmes qui sont violées, c'est seulement 10 qui ont le courage d'aller en justice, et parmi les 10, c'est 3 seulement qui auront un jugement à leur faveur. Donc aujourd'hui, les femmes ont peur d'aller en justice puisqu'elles savent qu'elles risquent de subir une deuxième humiliation, le fait de dire à une femme qui a été violée, que vous racontez, vous l'aviez voulu, c'est terrible pour ces femmes de vivre cette humiliation. J'ai été en Corée du Sud où j'ai rencontré les femmes qu'on appelle les femmes de confort. Elles ont plus de 90 ans, celles que j'avais vues. Et une m'avait dit, avant de mourir, j'attends que les Japonais nous présentent des excuses, puisqu'ils prétendent que nous faisions la prostitution, alors que nous étions obligés
Nous étions forcés de subir ce que nous avions subi. Et je crois que vous comprenez très bien que c'est très profond, ce sens d'être humilié pour la seconde fois, puisque vous avez tout simplement dénoncé ce qui vous est arrivé. Et aujourd'hui, je voulais dire, il faut briser le silence. Ça sera une arme absolue contre ceux qui commettent les viols, aussi bien en temps de paix qu'en période de conflit. Merci, docteur. Toute autre chose, j'ai envie de vous faire réagir sur l'actualité. Ici, on sort des élections européennes. Une vague brune s'étend sur l'Europe. Est-ce que vous y voyez, vous, une conséquence ou des conséquences pour le Congo? Ben, je crois que tout ce qui peut se passer aujourd'hui, quel que soit le point dans le monde, ça a des conséquences sur nous tous. Il y a des décisions qui peuvent se prendre en Europe et qui vont impacter la vie dans des pays très lointains. Vous savez, je crois que, par exemple, souvent beaucoup de gens ne voient pas très bien le rôle que peut jouer la République démocratique du Congo sur le plan planétaire. Mais aujourd'hui, moi, je suis en train de dire, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui par rapport aux crises existentielles qui menacent notre planète sans le Congo? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, Catherine, vous savez que le Congo a le deuxième poumon de la planète. Et malheureusement, on en parle très peu. Moi, je vois des gens qui sont en train de détruire cette forêt, et en Europe, on n'en parle pas. Donc les élections ici peuvent impacter d'une manière ou d'une autre. Le Congo aujourd'hui, on ne peut pas parler de la transition énergétique sans parler du cobalt et du lithium du Congo. Nous sommes les premiers producteurs du cobalt. Et donc, si on doit parler des batteries, il faut absolument parler du Congo. Et je crois que, pour terminer, toutes les nouvelles technologies aujourd'hui, la guerre de l'Est, qu'on appelle la guerre de l'Est, elle a commencé en 1996 et elle s'est amplifiée en 1997. C'est à ce moment-là que les smartphones ont commencé. Et donc, si vous avez un appareil électronique dans votre poche, vous avez une partie du Congo dans votre téléphone. Et moi, je pense que lorsque le Parlement européen va dans un sens ou dans un autre, ça a un impact sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Tenez bien, madame, en 2021, après une campagne qui a été menée par des défenseurs des droits humains ici en Europe, on a été dans tous les parlements, on a été plusieurs fois au Parlement européen pour demander à ce que l'Europe puisse avoir des consommations de minerais propres et que la chaîne d'approvisionnement soit une chaîne d'approvisionnement qui ne fait pas entrer... Est-ce que vous sentez entendu par la communauté internationale? Est-ce que vous s'entendez? C'est ce que j'essaie de vous dire. Et il y a un règlement qui est sorti et qui a été mis en œuvre en 2021. Et nous, on se disait, la traçabilité des minéraux, voilà, l'Europe prend conscience que les consommateurs ne sont pas prêts à continuer à consommer des produits qui sont des produits du sang, des produits qu'on produise avec des minéraux qui viennent des zones où on viole, on tue. Malheureusement, madame, au début de cette année, l'Europe a signé, pas le Parlement européen, mais la Commission a signé un contrat qui va se mettre en place de 1 milliard de dollars pour s'approvisionner en minerais stratégiques au Rwanda, étant conscient que le Rwanda n'a pas ces minéraux. C'est une incohérence totale. Et moi, je pense que les citoyens européens doivent être informés de ces incohérences, puisque ça porte préjudice à toute cette population qui se trouve dans ces zones de conflit où on exploite les minéraux en violant, en tuant. Si on projette les images des Roubaix qui aujourd'hui sous contrôle de M23 et de l'armée rwandaise, vous verrez que les gens ils travaillent dans des conditions
pire que ce qu'ils ont connu à l'époque de Léopold II. Mais donc, docteur, vous qui dites ça depuis des années, est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois de prêcher dans le désert, y compris au Congo, en fait? Parce que moi, j'ai senti parfois de l'indifférence à Kinshasa par rapport à ce qui se passait à l'Est. Mais, le fait que les gens ne nous écoutent pas ne va pas nous empêcher de continuer à répéter, parce que je pense que c'est seulement la répétition qui peut sauver notre monde. Mais c'est triste de constater que ce qui se passe en République démocratique du Congo, il y a une forme de négligence. La crise en République démocratique du Congo a été parfois classée 2 années consécutives comme la crise la plus négligée de la planète. Et aujourd'hui, le dernier classement de Norwegian Refugee Council classe cette crise en République démocratique du Congo parmi les 5 crises les plus négligées de la planète. Et négligée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'absence de volonté politique, l'absence de l'aide humanitaire et malheureusement le désintéressement des médias. Et moi, je crois que ce que nous essayons de faire, sans se fatiguer, c'est pouvoir dire le Congo fait partie de l'humanité, les Congolais font partie de l'humanité et on ne peut pas les négliger au point où ils sont négligés. Ouais. Nous avons des images de l'Ukraine tous les jours, des images de Gaza tous les jours, ce qui est une très bonne chose. Mais il ne faut pas oublier qu'ailleurs, il se passe des choses. Et ce qui se passe en République démocratique. Justement, qu'est-ce qui se passe en République démocratique? Il faut décrire concrètement la situation des gens dans les camps. Voilà, ce n'est pas une guerre entre les ethnies. Ce n'est pas une guerre de sauvages qui se battent pour le contrôle. C'est une guerre économique. Donc, on peut avoir des solutions. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons 7 millions de déplacés internes. J'ai été dans le camp. Ce sont des camps de mort. On met les gens dans des camps pour mourir. Ce sont des camps où il n'y a pas à manger, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de toilettes. Les gens ils vivent dans des petites tentes. C'est inhumain et ça fait honte à nous tous de voir les gens vivre dans ces conditions. Et certainement, lorsqu'on y abandonne des gens pendant 1 année, 2 ans, ça veut dire tout simplement qu'on les laisse mourir à petit feu. J'ai vu des enfants dans ces camps, je ne pouvais pas les regarder 2 fois. C'est horrible de voir ce qui se passe dans ces camps. Si vous suivez les informations du Congo, malheureusement, on ne le voit pas sur le média en Belgique, et pourtant la porte d'entrée du Congo en Europe, c'est la Belgique. Mais c'est chaque jour, Catherine, vous le savez, que nous avons des rapports des dizaines, des centaines de personnes qui sont tuées, des villages qui sont brûlés, et tout ça s'entraîne des déplacements massifs de la population. Et cette population qui se déplace, il n'y a aucun espoir qu'elle pourra un jour retourner dans leur village. Je pense que c'est un appel que je fais. Soutenez les Congolais dans cette souffrance, puisque c'est une souffrance inouïe. Et pourtant, comme vous l'avez dit, le Congo est une terre d'opportunités. Il y a des minerais à n'en plus finir, c'est un scandale géologique. Et les Congolais en ont assez d'entendre ça. Ce sont des opportunités, mais comment ça se fait que les Congolais n'en profitent pas? Je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment des défis qu'il faut pouvoir résoudre pour que les Congolais puissent profiter. Vous savez que le Congo, que moi je considère comme c'est une nation, puisque ça fait 30 ans qu'on essaie de nous démembrer, et 30 ans, les Congolais sont restés soudés, ils sont restés ensemble. Mais nous avons commencé notre indépendance par un drame. L'assassinat de Lumumba, Patrice Lumumba, n'a pas permis en fait à ce que nous puissions construire une démocratie. Ce qui fait qu'après l'assassinat de Lumumba, nous sommes dans une situation de... En fait, le pouvoir a toujours été illégitime. Nous avons le problème de légitimité en République démocratique du Congo. La légitimité, pourquoi? Puisque après, il y a eu, après Lumumba, c'était des coups d'État, c'était la prise de pouvoir par les armes, c'était la prise de pouvoir par la succession, donc quelqu'un qui succède à son père sans qu'on sache par quel mécanisme le père donc cède le pouvoir à son fils. Ou quelqu'un qui se succède à lui-même. À lui-même, ou alors des arrangements qu'on appelle des arrangements
à l'africaine. Et tout ça, vous vous rendez compte, ce manque, cette absence de légitimité, c'est un problème politique. Mais justement, vous avez essayé de changer ça, vous êtes présenté comme candidat, vous êtes un homme politique. Vous êtes un homme politique ou c'est une expérience qui est Je suis un militant des droits humains et je continue à me battre pour les droits humains. Je me suis présenté, pas dans un parti politique, c'est pour cette raison que je n'ai pas de parti politique, mais je crois fermement que le changement est possible. Le changement est possible, mais on a des barrières qui nous empêchent. Je viens de vous parler de la légitimité. Mais quand même, pour en parler un peu, comment vous avez ressenti ça, vous, un homme de la société civile, vous êtes présenté aux élections, comment vous avez ressenti ce moment, comment vous l'avez vécu, Ben, écoutez, je crois que partout j'ai été dans toutes les provinces où j'ai pu me rendre, j'ai vraiment... Les images sont là, la population était mobilisée, la population comprenait le message. Mais nous sommes dans un système qui est ce qu'il est. Et je crois que Kathleen avait parlé d'un psychotraumatisme que nous avons depuis peut-être un siècle. Mais les 30 dernières années ont été une catastrophe pour la République démocratique du Congo en ce qui concerne donc le traumatisme, puisque cette population-là que j'avais rencontrée, c'est une population qui vit dans une misère que vous ne pouvez pas vous expliquer. Vous allez aujourd'hui à Kinshasa, vous avez vécu à Kinshasa, vous ne pouvez pas comprendre que les gens puissent vivre dans des immondices, que les gens, les égouts passent devant leurs portes et ça ne les dérange pas. Parfois, vous passez 4 heures dans un embouteillage et il n'y a personne qui fait du bruit, tout le monde est calme et attend que la situation puisse se régler. Et je crois que quand vous observez la population réagir, vous comprenez très bien que cette population, elle a un problème. Et moi, je pense que le problème que la population congolaise a aujourd'hui, c'est un problème tout simplement d'une une amnésie émotionnelle. Ils ont tellement souffert, ils sont passés par des difficultés énormes qu'ils sont complètement dissociés de ce qui se passe. Vous avez l'impression que ça, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable, on ne peut pas vivre dans ces conditions. Et vous avez l'impression que des personnes, même impliquées, voient ça comme si c'était une situation, normale. Vous savez, Catherine, moi, vous aviez posé la question de savoir comment j'ai vécu les élections. Eh bien, c'était une leçon par rapport à ces... Essayez de garder votre micro. C'était une leçon par rapport à ces psychotraumatismes. C'est-à-dire... Vous vous imaginez, vous allez aux élections, vous n'avez pas de carte d'électeur. Et on vous dit, venez tout simplement, vous allez voter, il n'y a pas de problème. Vous acceptez. Et parmi ceux qui acceptent, il y a des universitaires. On vous dit, voilà, vous allez voter, mais vous ne savez pas exactement où vous allez voter, mais quand vous allez vous présenter, on trouvera une solution. Les gens, ils viennent quand même, et ils se présentent, ils votent. Ce qui m'a choqué, j'ai compris qu'il y a un traumatisme qui fait que les gens, ils posent des actes qui sont complètement dissociés de la vérité. Ce que je n'ai pas compris, ce sont les ambassadeurs européens à Kinshasa qui ont soutenu ça. Et je m'étais dit... Qui ont soutenu quoi? Des élections moi, je les ai truquées, c'est ça? Je les ai vus avant. Et j'étais certain que des gens qui viennent des pays où on prône la démocratie ne pourront jamais s'accommoder à ce type d'élection. Vous les qualifieriez comment, ces élections? Malheureusement, c'est un simulacre. Il n'y a pas eu d'élection. Les gens ont voté chez eux. On a plein de vidéos où les gens sont en train de voter chez eux. Et aujourd'hui, ils sont au Parlement. Donc, je crois que cette situation, moi, je le prends dans la globalité. Quand quelqu'un a faim, il vit dans les immondices, il vit avec des égouts, on prive à cette personne son salaire, etc. Et qu'il ne sait plus réagir, il ne sait plus réclamer ses droits, il ne se rend pas compte de sa souffrance. C'est une personne qui est dissociée. Et je crois qu'il faut absolument
travailler sur cette dissociation en République démocratique du Congo. Ça sera la voie de sortie de cette situation. Mais est-ce que pour changer le leadership, la voie des élections est la meilleure solution? Si ce sont les élections, les types que j'ai vus, je crois que ça ne sert à rien. Alors là, il ne faut pas rêver. Est-ce qu'il faut rêver de bonnes élections ou bien imaginer un autre système? Mais je pense qu'on peut imaginer beaucoup de choses. C'est lui qui organise les élections. Vous savez, il y a des pays où le président démissionne 3 mois avant les élections. Et donc, il se présente aux élections comme tous les autres citoyens. Mais quand le président a le pouvoir de mettre les gens en prison, de menacer les gens, il a tous les pouvoirs, et que c'est lui qui organise les élections. En Afrique, on dit que celui qui organise les élections ne les perd jamais. Et malheureusement, nous avons des présidents qui font 40 ans au pouvoir, puisqu'ils ne peuvent pas perdre les élections qu'ils ont organisées. Il faut changer ça. Donc vous dites que c'est un problème de leadership. Comment vous qualifieriez le leadership congolais? Je pense que vous ne souhaitez pas cibler ça contre le président actuel, mais de façon générale. Je ne cible personne. On avait critiqué... On les connaît, hein. On avait critiqué Kabila, et puis on reprend et on refait la même chose. Donc ça veut dire, pour moi, c'est un manque de vision. Pour l'ensemble de la classe politique, il faut absolument avoir une vision par rapport au Congo. Et le jour où on prendra conscience du rôle qu'on peut jouer sur le plan planétaire, et qu'aujourd'hui, en fait, que ce soit les nouvelles technologies, que ce soit le transit énergétique, que ce soit les climats, le Congo joue un rôle très important sans les Congolais. Et ça, c'est malheureux. Et le jour où nous prendrons conscience de notre rôle par rapport à ces enjeux du monde aujourd'hui, je pense que pour faire démarrer le Congo, les moyens sont là. Moi, j'ai rencontré dans toutes les universités où je suis passé, où j'ai eu un doctorat d'honneur. Qu'est-ce que j'ai constaté? Toutes ces universités ont un personnel congolais compétent, capable, mais qui ne sait pas aujourd'hui comment s'exprimer. Et moi, je crois que, pour moi, c'est un espoir, puisque sur le plan des ressources, les ressources sont là. Sur le plan des ressources naturelles, elles sont là. Les ressources humaines sont là. Le grand problème, elles sont où exactement? La jeunesse, c'est la jeunesse congolaise? C'est la jeunesse congolaise. Elle est créative. Elle a vraiment la volonté de pouvoir faire marcher les choses. Mais vous savez, il faut qu'il y ait ce déclic qui permet à ce que cette jeunesse puisse s'exprimer. Et moi, je crois que ça arrivera. Mais ça arrivera comment? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour permettre à cette jeunesse de s'exprimer? Parce qu'en matière de leadership, on vient de rater une bonne occasion de changer de leadership, si on vous suit. Mais écoutez, moi je crois que vous pouvez dire, bon, mais comment on ne va pas créer ce leadership, puisqu'il existe. Mais ce que moi j'appelle le déclic, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui prend les leaders et pouvoir amener ces jeunes à s'exprimer par rapport à toutes les compétences que ces jeunes ont. Et en fait, ça va permettre les Congo de pouvoir démarrer. Et quand le Congo va démarrer, je ne vois pas qui va l'arrêter, puisque nous ne sommes plus au 19e siècle. Il faut intégrer les jeunes de la diaspora aussi? Absolument, ces jeunes, ils sont partout. Je vous dis, j'ai été dans toutes les universités de l'Asie, des Amériques, de l'Afrique ou de l'Europe. J'ai trouvé qu'il y a des jeunes qui comprennent. Et moi, je pense que nous devons compter beaucoup sur des jeunes qui ne sont pas traumatisés. Puisque lorsqu'un jeune est traumatisé, il a la même réaction que ce que nous voyons en République démocratique du Congo. Mais je crois que partout où je passe, je trouve quand même qu'il y a des jeunes qui sont conscients, qui s'expriment, qui ont des idées par rapport à ce qu'il faut faire pour changer les choses. Et ce sont ces jeunes-là que, associés au potentiel qui existe, je crois que mettre ces potentiels à la disposition de ces jeunes, on aura tout simplement ce qu'il faut, c'est que le Congo puisse changer.
C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Je me dis que peut-être l'un ou l'autre d'entre vous a une question à poser. Ah voilà, je vous en prie. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions au docteur, à Catherine. Non, à moi je n'ai rien à dire. Bonsoir, je m'appelle Charles Van Havre, je suis l'époux de Sibylle de Berguet qui fait partie de l'organisation Enfants de Panzi et d'ailleurs. Et je suis je suis l'évolution de cette charité depuis qu'elle y est. Je suis passionné et très intéressé par le Congo. J'ai lu l'histoire du Congo et tout ce que le docteur Mukwege vient d'évoquer correspond parfaitement à la réalité de l'histoire. Mais ce que je voulais poser comme question, c'est que finalement le Congo est aussi sous l'emprise de contrôle international. Je parle des grandes puissances de ce monde, à commencer par les États-Unis, la Chine, la Russie, qui sont tous aux aguets et essayent au fait, garder la situation au Congo telle qu'elle est parce que ça les arrange. Quelle est votre vision, votre point de vue là-dessus? Parce que finalement, que le Congo reprenne contrôle de son existence et de ses matières premières, ce qui serait vraiment génial, n'arrange pas le monde. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par le contrat qui a été signé tout récemment avec le Rwanda. Donc j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Merci. Je suis convaincu qu'il n'y aura personne qui va les faire à la place des Congolais. Et je crois qu'il faudrait que les Congolais prennent conscience que nous sommes dans un monde où ce sont les intérêts qui priment sur notre humanité. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, j'avais imaginé quelque chose, puisque quand vous parlez avec les entreprises qui sont dans les nouvelles technologies, quand vous parlez avec les entreprises qui se projettent pour la transition énergétique, vous sentez que tous veulent avoir les minéraux du Congo. La seule chose que moi j'ai trouvé qu'ils ne comprennent pas, c'est que lorsque vous avez des minéraux dans une mine en République démocratique du Congo, le temps que vous ayez ces minéraux en Belgique ou aux États-Unis ou en Chine, il y a des intermédiaires qui sont souvent des criminels. Et ce sont ces intermédiaires, en fait, qui bénéficient, puisque le coût ou le fixing de ces minéraux est connu même par les artisans dans les mines en République démocratique du Congo. Et moi, je crois que l'approche diplomatique qu'il faut envisager aujourd'hui, c'est de pouvoir dire aux compagnies comme Tesla, comme Intel, comme Google, de leur dire, voilà, vous pouvez accéder à ces minéraux autrement. Toutes ces entreprises-là, c'est eux qui ont les leviers politiques, c'est eux qui peuvent faire bouger les politiques. Mais il faut absolument qu'ils prennent contact. J'ai commencé cette démarche. J'ai rencontré, en Silicon Valley, j'ai rencontré pas mal parmi eux. Et la réflexion, ça veut dire arrêtez d'abord la guerre. Puisqu'aujourd'hui, ceux qui font la guerre montrent à toutes les entreprises belges, américaines ou surtout, puisque bon, les Chinois, et même s'il y a la guerre, ils arrivent quand même à venir. Mais ils essaient de montrer que vous ne pouvez pas aller exploiter les minéraux au Congo, puisque c'est dangereux. Alors, ils utilisent les intermédiaires. Et moi, je pense que si ces entreprises peuvent comprendre qu'ils ont beaucoup plus intérêt à ce que le Congo ait la paix, aujourd'hui, on n'a pas une seule entreprise américaine dans les mines en République démocratique du Congo. Pourquoi? Puisque tout simplement, la dernière entreprise d'ailleurs qu'ils avaient, c'était TFM, donc Tenke Fungurume, qui était le premier producteur du cobalt. Ils l'ont vendu puisque, bon, ils ne s'en sortaient pas avec les désordres au Congo, et aujourd'hui, ils regrettent ça. Et moi, je pense que si ces entreprises peuvent prendre conscience que, en fait, les politiciens respectent toujours les acteurs économiques. Ce sont les acteurs économiques qui font bouger les politiciens et qui permettent à ce que
qu'il pousse ces acteurs politiques pour faire la paix au Congo. Je suis certain que s'il y a la paix, les régulations peuvent se faire, donc les lois, les règles pour permettre à ce que ces minéraux soient propres. Le peuple congolais peut gagner et les entreprises peuvent gagner. Ça, c'est une démarche que nous essayons de faire. Ça peut avoir l'impression d'être une démarche naïve, mais la réalité, c'est celle-là. C'est que ce qui contrôle, ce qui font que la guerre continue, ce sont des entreprises multinationales qui consomment ces minéraux, puisqu'on leur montre que vous ne pouvez pas y accéder. Mais pourquoi, si vous, les Américains, vous n'accédez pas, si vous, les Européens, vous n'accédez pas, comment expliquer que les Chinois, ils accèdent? Et je pense qu'il faut se poser de bonnes questions pour trouver la réponse. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les compagnies, les entreprises qui utilisent ces minéraux puissent se résoudre à nous aider à terminer la guerre et négocier pour être aussi présents sur le terrain. Et c'est possible, je crois qu'il faut une diplomatie pour le faire. Peut-être que les autorités congolaises pourraient faire quelque chose. Bah, j'espère bien. Oui, bonjour Dr Mukwege, merci. Je m'appelle Marie-Claire Provost et j'ai eu la chance et l'honneur de faire une première mission l'année passée en kinésithérapie périnéale. J'ai donc vu beaucoup de mamas chéries accoucher. Mais j'ai vu aussi, puisqu'on parle des enfants ce soir, j'ai vu aussi 2 gamines de 12 ans qui étaient arrivées violées et enceintes. Et après avoir vu ces 2 enfants, encore enfants quand même, accoucher et accueillir cet enfant, parce qu'elles ont eu la chance d'être accompagnées par des sages-femmes dès le début de leur hospitalisation, et ces sages-femmes les ont préparées à l'accouchement, ces sages-femmes les ont préparées à accueillir l'enfant. Alors quand vous voyez ces gamines de 12 ans qui ont été si bien accompagnées, avec tellement de bienveillance, que c'est vraiment quelque chose de très touchant. Et je voudrais vous remercier de tout cœur pour votre œuvre. Merci. C'est moi qui vous remercie pour le soutien que nous recevons des uns et des autres, puisque je crois qu'effectivement, il n'y a rien qui fait aussi mal que de voir une fille de 12 ans, enceinte 11 ans, se présenter. Elle est grosse, elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. Vous essayez d'expliquer, mais ces enfants ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et nous avons mis un protocole pour les accompagner, puisque souvent elles accouchaient, et puis c'est comme si elles avaient déposé quelque chose, et puis elles disparaissaient dans la nature, ce qui faisait que nous avions beaucoup d'enfants qui restaient à la maison d'Orcas sans connaître la trace de leurs parents. Mais aujourd'hui, avec le protocole, je trouve qu'il y a de plus en plus des enfants, mères, qui prennent leurs enfants en charge, et c'est pénible, mais au moins ces enfants auront une mère. Et je crois que sur le plan juridique, on travaille aussi pour que ces enfants puissent avoir une identité, pour que ces enfants aient une certaine reconnaissance. Et merci beaucoup à toutes les personnes ici présentes qui nous soutiennent pour pouvoir faire ce travail pénible, mais nous le faisons avec vous. Ici, bonjour docteur, ici en haut. Je suis Manuela Delmarmol de l'ASBL En Avant les Enfants. On s'est rencontrés déjà pour le projet des brodeuses, où j'étais venue il y a quelques années voir si on pouvait faire quelque chose avec les brodeuses de la maison d'Orcas. Ma question, c'est quand je vois le nombre de réfugiés qu'il y a autour de Goma, et quand j'entends dire qu'il y a des paysans qui n'osent plus retourner dans leurs terres, est-ce que vous pensez que des prête-noms achètent pour compte de Rwandais les terrains de ces déplacés et pourraient ainsi s'installer, les Rwandais pourraient de fait s'installer dans tout le long de la frontière et puis annexer de fait les territoires?
Merci. Je pense que c'est là où j'avais commencé. Et c'est que la demande que je peux faire à toutes les personnes ici présentes, c'est ne pas être indifférent. Quand vous êtes dans le camp de Goma, le camp des déplacés de Goma, et que vous voyez, je ne sais pas si ça vous dit, 90 000 femmes violées en une seule année et dans une seule province, c'est énorme. Elle vient d'évoquer les cas de grossesse et ça veut dire qu'il y aura des enfants qui vont naître dans un état de traumatisme. Nous sommes en train de perpétuer un traumatisme dans une population. Et cette stratégie qui consiste à déplacer la population pour mieux exploiter leurs terres, c'est une stratégie qui est connue. Et c'est pour ça que moi, je n'hésite pas de faire une conférence en Belgique, parce que j'ai toujours dit que nous le voulions ou pas, Gardez votre micro. qu'on le veuille ou pas, nous avons une histoire commune. Si vous parlez du Congo dans beaucoup de pays en Europe, aux États-Unis, n'en parlons même pas. Parfois, on ne sait même pas où se trouve le Congo. Là où vous pouvez parler du Congo, et vous avez l'impression que les gens comprennent, c'est ici en Belgique. Et si la Belgique ne nous soutient pas dans ce que nous sommes en train de faire, pour changer, pour que nous puissions changer ces minéraux de sang en minéraux de progrès, de développement, en minéraux qui bénéficient de la population congolaise, mais aussi nous permet d'avoir nos équipements high-tech sans avoir une mauvaise conscience. Je crois que pour les autres, le Congo est très très lointain. Vous savez, aujourd'hui, nous souffrons de constater que le monde se permet d'avoir une politique de double standard. Et avec la politique de double standard, puisque nous sommes agressés au même point que l'Ukraine. Mais l'agression du Congo passe sous silence. Mais je crois que vous qui connaissez la vérité, vous qui connaissez les frontières, vous qui venez à Tervuren, vous pouvez vous documenter pour savoir l'histoire et comment le Congo a été, si je dois dire ainsi, les traités qui ont amené que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui. Si vous vous taisez, vous allez m'excuser de le dire, vous prenez une part de complicité. Ouais. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer, puisque vous savez, vous êtes informés. Il y a des fois où vous parlez aux gens et vous avez l'impression qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent même pas où se trouvent. Enfin, j'ai été dans une conférence aux États-Unis où les gens parlaient de l'Afrique comme si l'Afrique c'était un pays. Et ils ne comprenaient pas pourquoi nous parlons de ces minéraux qui passent par le Rwanda pour les atteindre. S'il vous plaît, vous connaissez, ne vous taisez pas. Dénoncez puisque vous savez, vous connaissez la vérité. Et moi, je pense qu'il y a cette stratégie d'acheter les terres, de tuer, de traumatiser pour que les gens puissent quitter, décapiter. Et quand les gens ils voient ces citoyens, ils n'ont plus envie de retourner, mais ils vont se cacher à Goma où de toute façon ils vont mourir des maladies, ils vont mourir de faim, ils vont mourir dans l'insalubrité indescriptible. Et donc je crois que je suis ce soir ici pour vous demander, pour parler à vos cœurs, pour que vous puissiez au moins dénoncer. Elle m'a demandé pourquoi est-ce que je ne me fatigue pas tant qu'un semblable souffre. Je crois que quand on a encore un souffle, on doit l'utiliser pour essayer de le soutenir. Bonsoir à tous, bonsoir Catherine, bonsoir au docteur Mukwege. Je suis Olivier Kayomo, le créateur de jeux de société orthographique. Voilà, c'est justement un jeu que nous avons mis en place pour essayer d'apporter une certaine éducation, mais c'est aussi par rapport à des thématiques.
C'est un jeu super, hein. Ouais. C'est un jeu de connaissance du Congo qui mérite d'être connu, et c'est Olivier Kayombo qui l'a lancé. Donc franchement, c'est un jeu qui mérite d'être distribué, voilà, et qu'on soutienne Voilà. Et là, justement, notre ami Olivier. Nous avons un modèle, parce que finalement, nous nous sommes permis de travailler sur la question de la violence faite à la femme. Et nous pensions que c'était aussi important, quelque part, d'essayer de soutenir le combat du docteur Mukwege en essayant d'amener des outils, je vais dire, didactiques, ludiques un peu, dans ces drames, parce qu'il faut que nous aussi, en tant que jeunes originaires de la République démocratique du Congo, que nous puissions prendre notre part à ces combats. Alors, ce soir, j'avais une question directement au docteur pour demander, est-ce que, avec son leadership, on ne peut pas imaginer finalement une espèce de troisième table ronde entre le Congo et la Belgique, mais cette fois-ci une troisième table ronde, rien qu'avec les organisations de la société civile. Je m'explique. Le docteur vient de nous dire, effectivement, quand on va à Kinshasa, on se rend compte que les gens sont tétanisés, ils sont dissociés, parce qu'il y a des choses, d'ailleurs, je me souviens à l'époque, quand je suis reparti, c'était à Catherine qui m'a demandé de me temporiser un peu, parce qu'il y avait des choses que je trouvais anormales, mais que dans la société, une partie de la société quinoise, c'était accepté. Alors, ma proposition, si c'est une proposition, elle est celle-ci. Est-ce que l'on ne peut pas imaginer une espèce de table ronde qu'on ferait ici, justement, un clin d'œil aux deux tables rondes de l'indépendance politique, et puis après, il y avait la table ronde économique, mais qu'on fasse une table ronde de société civile pour essayer, avec peut-être le leadership du docteur Mukwege, mais plus interpeller la société civile belge, notamment les étudiants, la jeunesse, etc., pour cette question des minerais des sangs, et pour encore faire beaucoup plus de bruit et d'éclat, et peut-être comme ça toucher les consciences. Et surtout que nous savons que quand il y a quelque chose qui se passe au Congo et qu'il y a une résonance ici en Belgique, ça peut bouger. Voilà, c'est une idée un peu loufoque, c'est vrai, mais quand on voit que ça fait 30 ans, on est fatigué, on n'a plus de mots, et on est admiratif, en même temps on s'est dit, mais pauvre docteur, mais il est toujours là en train de pédaler, et nous on est toujours là avec... C'est toujours la même chose, qu'est-ce que l'on peut faire? Voilà, c'est une idée comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une espèce de table ronde de la société civile avec les organisations, mais qu'on les fasse ici en Belgique, parce qu'on sait que si on veut le faire au Congo aujourd'hui, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, parce que bon, je ne suis pas sûr que ceux qui sont au pouvoir pour le moment vont être favorables à ces genres d'initiatives. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Je ne peux pas répondre à la place de la Belgique, mais je crois que tout dialogue peut amener à ce qu'il y ait quand même une prise de conscience par rapport à ce qui se passe. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'une conférence qui devrait porter sur la situation de la République démocratique du Congo. J'étais choqué et au même moment, j'étais content de voir que Paris avait pris l'initiative de faire une conférence sur la crise soudanaise. Et donc, si la Belgique prenait cette initiative, Inch'Allah, ça serait formidable. Je vais répondre aussi par rapport à ce que vous faites, Monsieur Kayombo. Je crois qu'elle vous a encouragé d'acheter les jeux qu'il produit. C'est ingénieux. Et je crois que quand j'avais vu ça, je m'étais dit, il y a combien de jeunes Congolais qui sont créatifs comme le jeune Kayombo, qui peuvent faire des choses pour avancer, faire avancer la technologie, créer des emplois en République démocratique du Congo. Et même parler de ton jeu, j'ai eu l'impression que personne ne voulait s'intéresser à ce travail que vous faites, qui est formidable. Et donc je crois que je continue à croire, vous voyez, on a des jeunes qui entreprennent, qui ont des entreprises, et ce sont ces jeunes qui vont changer la situation en République démocratique du Congo. J'y crois. Et on l'espère de tout cœur. Bonsoir docteur, Michel Quintin, on se connaît un
puisque je vis depuis 2014 à Panzi. D'abord, je voulais vous remercier pour ce courage. C'est pour ça que depuis toutes ces années, je vous admire. Hein, vous êtes vraiment un flambeau de courage. J'ai entendu deux choses. Une chose qui m'agrée vraiment en tant que psychologue et qui travaille sur le trauma. Très vite, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas de travailler sur les femmes victimes là-bas parce que je ne restais qu'un mois par an. Donc très vite, vous m'avez encouragé à travailler avec les équipes, à former les équipes. Mais on voyait qu'il n'y avait pas que les femmes qui ressentaient le trauma, mais que les équipes, beaucoup de gens. Et donc ce qui m'a agréé dans votre discours, c'était cette idée de dissociation. Il y a vraiment au Congo cette impression-là. Soit les personnes s'éteignent, soit au contraire, elles sont dans une sorte d'exubérance qu'on ne comprend pas très bien à côté de toute cette misère. Hein, ou bien c'est une trop forte acceptation, soit c'est une sorte de... et donc ça m'a agréé, cette idée de dissonance. Une autre chose qui m'a fort interpellée dans votre discours, c'était le Congo qui peut être... c'est comme si les grandes puissances et les autres personnes voulaient le Congo, mais sans les Congolais. Et ça m'a interpellée, ça me touche très très fort. Et donc ma question était, il y aurait peut-être quelque chose à faire ici, prendre conscience ici au niveau de la Belgique, puisqu'on est en effet des personnes qui vous connaissons depuis tellement longtemps, hein, ce lien particulier avec le Congo. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des consciences à faire directement là-bas au Congo? Bien sûr, vous avez pris votre manteau de pèlerin au niveau politique et je pense que vous avez déjà beaucoup fait. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aussi mettre la conscience là-bas avec ces jeunes? Heureusement que je vais répondre à une psychologue. Vous aviez très bien dit, les gens ils sont dans une forme d'exubérance et il y a tendance, il y a des psychologues qui disent c'est la résilience. Moi je n'y crois pas. Quelle résilience de voir vos enfants mourir un à un et vous êtes là, vous ne réagissez pas. Moi je crois qu'il faut absolument un électrochoc qui permet à ce que les gens puissent comprendre que leur attitude n'est pas une attitude normale. Et ça, je crois que nous avions essayé par la base, ça n'a pas marché. Je crois qu'il faudrait que ça parte du sommet vers le bas pour permettre aux gens de comprendre qu'ils sont dans une situation qui n'est pas normale. Et donc, je reviens. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une conférence sur le Congo. Ça ne serait pas une conférence de trop. Et il faudrait que ce soit une conférence qui transcende les opinions politiques et les partis politiques. Que ce soit une conférence qui devrait se poser la question de la paix en République démocratique du Congo. Il n'y a personne qui dira « moi, je ne veux pas la paix ». Mais il y a personne aussi qui dit « mettons-nous ensemble pour chercher des solutions et trouver la paix ». Et c'est que, quand on vient de proposer, moi je pense au lieu que ce soit seulement avec la société civile, pourquoi ne pas faire cette conférence plutôt à un autre niveau qui transcende les appartenances politiques, mais qui s'intéresse comment on construit la paix. Et je crois que si on a la paix, ce que j'avais dit, la deuxième étape serait maintenant de reconstruire tout ce qui a été détruit par les règles, par des stratégies thérapeutiques, etc. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de soigner les femmes, elles reviennent pour la deuxième, quand elles reviennent pour la troisième fois, vous n'avez plus de langage, vous n'avez plus d'expression, vous ne savez plus quoi dire. Et moi, je pense que la paix constitue pour moi la première priorité en République démocratique du Congo. Le travail que nous faisons, il est important, il aide les victimes à survivre, mais il faudrait arrêter ces traumatismes qui continuent malheureusement. Bonjour tout le monde, bonjour docteur. Je suis flamande, donc excusez-moi pour mon français qui n'est pas parfait.
Moi, je travaille, pardon, Très bon. merci. Moi, je travaille surtout sur la planification familiale. Donc, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'informer justement les femmes dans votre région et de leur procurer soit le Janel ou n'importe quoi pour que tout au moins ils n'ont pas d'enfants du moment qu'ils sont violés. Parce que comme ça, tout de suite et tout de suite, on aide ces femmes. Merci. Absolument. Je crois que nous, à Panzi, nous avons en fait ce qu'on appelle un kit d'urgence que nous donnons à toutes les femmes victimes de violences sexuelles, mais elles doivent se présenter au centre. Nous avons mis un système informatisé qui permet, par exemple, à ce que lorsqu'il y a des viols qui se commettent à un endroit, on peut directement savoir quel est le centre de santé le plus proche qui peut donner ce kit qui comprend donc un contraceptif, antirétroviraux et des antibiotiques. Le grand problème, c'est que ce que nous venons de dire, par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que les femmes ne se présentent pas directement. Elles ont tendance à penser peut-être il n'y aura pas de conséquences. Et quand elles se présentent, malheureusement, c'est trop tard. Ou alors elles sont prises comme esclaves sexuelles, et lorsqu'elles sont esclaves sexuelles, elles sont souvent, si elles ont la chance, on les laisse quand il n'y a plus rien à faire pour les aider. Mettre un contraceptif à long terme, comme Jadel, je crois que moi, ça me poserait un problème éthique. Proposer aux enfants, puisque là, nous sommes en train de parler des enfants de 10, 11 ans, 12 ans, de leur mettre un contraceptif hormonal au cas où elles seraient violées. Je pense que, je suis désolé, je n'y ai jamais pensé, puisque sur le plan éthique, il faudrait être à mesure d'expliquer un geste de ce type. On va tout de même sauver des vies, tout de suite. Bien sûr, mais vous savez, hein, on peut sauver des vies, mais moi je vous dis, ça poserait une question éthique, et je n'ai pas la réponse à vous donner maintenant. Parce que je crois que ce que nous donnons, la pilule du lendemain, pour moi, c'est qu'il y a déjà un fait. Il y a quelque chose qui s'est passé, et c'est beaucoup plus facile à expliquer aux parents ou souvent les enfants ne comprennent pas ce qui leur arrive, mais au moins aux parents, c'est facile d'expliquer qu'il faut prendre ces médicaments pour prévenir une grossesse. Mais un enfant, tout simplement, une petite fille de 10 ans, dire aux parents, on va mettre un implant pour prévenir éventuellement le viol ou la grossesse du viol. Moi, je pense personnellement, il faudrait que j'y réfléchisse, mais sur le plan éthique, je crois que j'aurais des problèmes puisqu'il n'y a rien qui se passe. Je crois que j'utilise aujourd'hui, par rapport aux filles que Kathleen suit avec les enfants de Panzi, nous avons une difficulté. Par exemple, on les a opérés, elles avaient un périnée délabré, les muscles sont délabrés, et on se pose la question, est-ce que la réparation que nous faisons permet de reconstituer les périnées correctement? Et on voulait par exemple faire tout simplement des échographies invasives, donc vaginales. Et les comités d'éthique ici à Bruxelles, ici en Belgique, a refusé. Parce qu'un enfant qui ne vous demande rien, commencer à lui mettre des sondes pour voir si elle pourra uriner correctement, etc. Et je crois que sur le plan éthique,
je ne peux pas vous répondre, mais je crois que ça poserait un problème. Merci. Bonsoir, je suis Christine d'Aviation Sans Frontières. On est ici avec toute une équipe. Nous, on va où les autres ne vont pas, où les autres ne vont plus. Est-ce que vous expliquez un petit peu une journée à l'hôpital, votre travail comme ça, si c'est possible? Merci. Et de l'hôpital de Panzi, s'il vous plaît. Je crois que, Madame, Aviation Sans Frontières, en effet, Aviation Sans Frontières va là où les autres ne vont pas, mais souvent, lorsqu'il y a un viol qui se commet, un viol massif, qui se commet dans un village, et que nous voulons effectivement atteindre les victimes avant 72 heures pour prévenir la grossesse, les infections et surtout le VIH-Sida. La seule possibilité que nous avons aujourd'hui, c'est utiliser Aviation Sans Frontières, qui souvent va prendre nos équipes et amener les équipes au lieu du drame, faire les soins et éventuellement transporter les femmes qu'on ne peut pas soigner dans la forêt, les amener au centre de santé les plus proches. Et je crois que sans Aviation Sans Frontières, on aurait eu de gros problèmes à pouvoir faire le travail que nous faisons. À chaque fois quand nous les avons appelés, ils ont toujours répondu présents. Et je crois que cette collaboration multidisciplinaire où nous avons les psychologues, les chirurgiens, nous avons des pilotes, nous avons des médecins, légistes, les journalistes, etc., les juristes, c'est très très important dans la prise en charge que nous faisons. Merci Madame pour le travail que Aviation Sans Frontières fait. Je crois que c'est vraiment... Et donc, on allait demander que vous vous décriviez une de vos journées. À quelle heure vous levez-vous? Alors, normalement, ma journée commence à 7 heures le matin, où nous avons une réunion avec les victimes. On parle, on danse, on chante avec le staff. Et à 8 heures, nous terminons normalement notre réunion matinale où les médecins se réunissent seuls pour discuter de tous les cas qui se sont passés la nuit. Alors il y a deux possibilités, où c'est une journée opératoire, et là on se dirige au bloc opératoire, on sait quand on commence, on ne sait jamais quand on termine, et si c'est une journée de consultation, normalement on fait des consultations jusqu'à 14 heures, et après 14 heures, normalement je donne cours. Voilà. Où ça? À l'université de À l'université, oui, évangélique en Afrique, à Bukavu. Au passage, on peut féliciter l'épouse du docteur Mukwege qui n'est pas parmi nous ce soir, mais qui a la palme d'or pour soutenir son mari au quotidien. Merci. Je pense que... Et vos filles aussi, hein? Elles sont formidables. Oui, elles sont formidables, ouais, docteur. On n'a pas beaucoup entendu. Elles sont formidables. C'est vrai, je crois que mes filles, malheureusement, elles ont eu une très très mauvaise expérience en 2012. En 2012, elles ont eu une très mauvaise expérience quand on est venu m'attaquer à la maison. Je n'y étais pas et c'est elles qui étaient là. Et les agresseurs sont venus et armés et ont pu les neutraliser avec les armes. Et quand je suis arrivé, ils ont commencé à tirer. C'était très traumatisant pour les enfants. Et aujourd'hui, je suis très content que une d'elles est devenue médecin. Et elle a décidé quand même de travailler au Congo alors qu'elle avait des possibilités d'être ailleurs. Je crois que c'est pour me soutenir. Génial.
Votre question? Oui, si. Bonsoir, docteur. Moi, j'ai pas de... Je suis simplement un participant. Je reviens, si vous permettez, aux universités. Vous avez dit, nous avons les compétences, et je crois que vous avez dit, mais ils ne savent pas comment faire. Commencer, pas uniquement en Afrique, souvent le monde estudiantin a une levée qui a permis de faire bouger les choses. Donc ma question, notamment par rapport, comme vous dites, la société civile, effectivement dissociée, quid plus particulièrement de l'organisation de la coopération. Réseau d'abord au Congo même, mais même aussi en partenariat avec notamment les universités belges, pour essayer effectivement que le leadership, à la limite, profite peut-être plus facilement, mais il faudrait aussi pas uniquement les étudiants, les professeurs. Je ne connais pas leur état d'esprit. Chez vous, au Congo, est-ce que là, par rapport à justement cette partie-là de la société civile, est-ce qu'il y a moyen de les faire bouger sans qu'ils risquent effectivement, les premiers qui bougent, de se faire emprisonner et de disparaître dans la nature? Merci. C'est un risque. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'avais essayé en 2016 de réunir des collègues des universités et nous avions fait des tours des universités pour essayer de sensibiliser. Mais je dois dire que le plus grand problème, c'est que malheureusement, les universitaires ne sont pas à l'abri de cette dissociation. Et parfois, ils peuvent avoir un comportement qui déroute même les jeunes, puisque lorsqu'on est constitutionnaliste et que ce qu'on a critiqué hier, on commence à les faire et on est enseignant, pour les étudiants, c'est déroutant complètement. Mais je parle des points sexuellement transmissibles au Congo. Par exemple. Et donc, moi, je crois que c'est une idée que je n'ai pas abandonnée, puisque je crois que dans notre diaspora, il y a beaucoup de professeurs et qui ont la lucidité peut-être de voir les choses autrement. Et je pense que peut-être il faut commencer à construire par des gens qui ont un comportement, qui peuvent avoir un comportement normal. Puisque on peut forcer, mais je crois qu'on a eu quand même des mauvaises surprises, des gens qu'on pensait intègres, mais quand on voit leur comportement, on se rend compte qu'ils n'ont pas de comportement différent, comme elle vient de dire, elle vient du Congo. Parler de points sexuellement transmissibles, je trouve que c'est une honte pour la profession. Mais quand ça se passe et qu'il n'y a pas une impunité qui s'ensuit, ça détruit tous les systèmes. Mais je suis certain qu'il y a des professeurs qui restent intègres, aussi bien au pays que dans la diaspora congolaise. Et je crois qu'il faut construire à partir des gens qui ont un idéal, qui croient à un idéal et qui sont prêts à défendre cet idéal malgré les risques que ça représente. Alors moi je propose qu'on prenne encore 3 questions et qu'on termine par la question de Thierry Miché qui clôturera certainement bien cette séance. Donc je donne la parole à madame ici. Oui, bonjour. Je vous remercie sincèrement pour votre présence ici et pour tout ce que vous faites. Je pense que en tant que femme, je suis particulièrement. Une question assez simple. Je pense que vous n'allez pas me contredire quand je dis qu'il y a beaucoup... Ah, pardon, je suis ici, au milieu. Je pense que vous n'allez pas me contredire quand je vous dis que... Enfin, je ne vous dis pas, c'est un fait qu'au niveau du Nord Kivu, et donc beaucoup plus dans le Nord, qui sont victimes de violences sexuelles, de viols et d'agressions. Je me demandais si vous avez déjà eu la possibilité de travailler dans d'autres provinces ou de même capitaliser ce que vous mettez en place au niveau du Sud Kivu dans d'autres provinces
Parce que je me dis que, par exemple, pour une femme qui a subi des violences sexuelles au niveau de Rutshuru, par exemple, c'est compliqué pour elle de se rendre à Bukavu et de bénéficier de tout ce que vous proposez et de la vision holistique que vous avez. Voilà. Merci. Je vous en prie, merci madame. Je crois qu'aujourd'hui, le problème qui se pose au Nord Kivu, c'est le problème du nombre de victimes par rapport à la capacité des structures médicales qui peuvent les prendre en charge. Et comme je viens de dire, je crois que nous avons un hôpital, un petit hôpital à la frontière du Nord Kivu, à Bulenga, qui prend en charge les victimes de violences sexuelles, mais tous les lits sont occupés par au moins 2 patientes et notre capacité est malheureusement très très limitée. Par rapport à d'autres provinces, nous allons dans d'autres provinces où nous sommes appelés lorsqu'il y a des cas de viol. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes alarmés par rapport à ce qui se passe dans la province de Bandundu avec le phénomène Mombondo, où la pratique de viol est en train de s'étendre et c'est très inquiétant. Mais aussi, nous avons une clinique à Kinshasa, et cette clinique à Kinshasa, il y a beaucoup de filles qui viennent par des bateaux en venant de l'Équateur et qui échouent au port abandonné à elles-mêmes. C'est un problème vraiment de santé publique. Nous, à notre niveau, nous sommes très limités puisque notre clinique ne peut prendre que 20 patientes et le besoin est énorme. Je crois que nous essayons de faire ce que nous pouvons avec les moyens que nous avons, mais aujourd'hui, je dois dire que le problème des viols, avec spécialement l'agression du Rwanda à travers le M23, on n'a plus vraiment des capacités de pouvoir répondre à toutes les demandes qui dépassent de loin nos capacités. Il y a combien de personnes qui souhaiteraient encore poser une question? On va prendre encore 2 questions, une devant, là, et Thierry Michel, Et de toute façon, le docteur sera encore là après, et donc on a le plaisir de boire un verre ensemble et d'avoir un petit cocktail dînatoire, et vous aurez l'occasion de poser vos questions directement au docteur. Voilà, c'est moi. Bonsoir docteur, je suis contente de vous retrouver, de vous revoir. Nous avons beaucoup discuté aussi ensemble. Donc, je suis Dora Ilunga, je me suis présentée. Je suis échevine à Saint-Josse et je suis en charge des relations internationales. Dans le cadre des relations internationales, nous travaillons avec la RDC où nous avons un jumelage et avec la Palestine. Alors, je suis accompagnée ici d'un docteur palestinien qui, pour moi, a beaucoup de similitudes dans son combat avec le vôtre. Donc, je me suis permise de l'inviter pour voir un peu, peut-être qu'il y a des similitudes ou même peut-être des différences, pour pouvoir voir un peu qu'est-ce qui peut être différent, qu'est-ce qui peut être semblable. Alors, au niveau du trauma dont vous parlez, la dissociation, je pense qu'ici aussi, il y a les mêmes soucis au niveau de la diaspora. Donc, moi, j'essaye de faire des projets avec quelques associations de la diaspora pour les sensibiliser à la situation qui se passe en RDC, pour avoir un levier ici, pour pouvoir faire quelque chose là-bas. Je viens vers vous aussi pour avoir des solutions, je n'en trouve pas. Parce que là, je ne sais pas d'où vient le traumatisme, mais il y a aussi un souci aussi d'engagement à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse devenir comme en Palestine? Quand je fais une action avec la Palestine, je dois refuser du monde. Je fais une action avec la RDC, je dois presque courir, rappeler, aller. C'est quoi les problèmes exactement? J'essaie de vous suivre pour comprendre. C'est pas simple, voilà, c'est la dissociation, ok. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre peut-être plus jeunes, à partir déjà de la RDC, des jeunes, faire, comme disait monsieur, des formations en leadership, des formations plutôt en prise de décision, et en faire des leaders pour l'avenir. Prendre jeunes, ils n'ont pas encore ces traumas, ils n'ont pas encore de cadre. Le docteur ici, Zedine palestinien, ils ont sa fondation
a des relations avec 3 universités ici à Bruxelles, de Gand, l'ULB et Anvers, où justement il donne des bourses à des jeunes filles du Moyen-Orient pour les outiller pour travailler justement dans ce type de conflit. Mais toujours autour de la paix, puisqu'il a été proposé plus de 5 fois comme prix Nobel, puisqu'il prend la paix alors qu'il a perdu. Il a eu des attaques chez lui aussi par rapport à ses filles, où il a perdu 3 filles et une nièce la même nuit. Donc c'est quelqu'un qui, au lieu d'haïr, a choisi de créer cette fondation avec des bourses pour les jeunes filles, pour qu'elles puissent être outillées pour discuter à l'ONU, discuter, parler, argumenter. Et on se rend compte que les premières générations, je les ai rencontrées, qui sortent de ces universités, peuvent avoir une discussion, un débat, et ça, pourquoi ils doivent être à relais. Est-ce qu'au Congo, moi je viens pour ça, on ne pourrait pas faire ce type d'initiative où ça ne marcherait pas? Voilà ma question. Merci. Dora, je crois que nous avons essayé de faire beaucoup de choses ensemble, mais je crois que tout n'est pas noir. Non. Heureusement, il y a 20 ans, je commençais mes interventions le matin. Je finissais parfois à 22h. Madame Durand nous a rendu visite un peu. Aujourd'hui, j'ai 9 gynécologues formés en sandwich, donc ils commencent leur formation à Panzi et viennent terminer leur formation ici. Et j'ai des jeunes, nous revenons là avec Kathleen d'Angers où nous avions le congrès international de la chaire Mukwege. J'ai vu des doctorants qui ont présenté leur travail. Moi-même, j'étais très impressionné. Et donc, je crois que ce que vous venez de dire, ça fait partie de la solution. Aujourd'hui, travailler avec des personnes qui sont ici en Belgique, puisqu'ils ont fui le Congo à cause des traumatismes subis, je crains qu'on ne puisse pas aller loin avec des personnes comme ça. Ils sont dans un état de traumatisme. Mais de jeunes gens, des Congolais que j'ai rencontrés ici, souvent qui sont nés ici, ils ont leurs parents ici, ils n'ont pas la même compréhension de la crise congolaise. Vous savez qu'ils nous reprochent. Ils ont l'impression que nous ne faisons pas assez. Et ça, moi, je trouve que c'est ces jeunes-là qu'il faut essayer d'amener à faire ces changements. Moi, je suis très impressionné par des chirurgiens que moi-même j'ai formés, que je trouve qu'ils font 10 fois mieux que moi. Et je suis impressionné. Et en même temps, je me dis, il y a de l'espoir. Tout à fait. Et je pense que pour mon confrère... il parle anglais, donc Pour mon confrère qui vient de la Palestine, je comprends cette souffrance. C'est énorme. Puisque quand vous subissez ce que vous aviez subi, il y a 2 façons. Ou capituler, ou continuer à vous battre. Je pense que ce que vous faites, c'est courageux et c'est difficile, puisque ça ne vous quitte pas. Mais je crois que vous êtes peut-être le mieux placé pour pouvoir aider les femmes dans votre région. La crise israélo-palestinienne était la seule crise au monde que sur notre mapping, notre cartographie, on considérait que c'est une crise où le viol n'a pas été utilisé comme arme de guerre jusqu'au 7 octobre, où Hamas a été le premier à utiliser les viols sur des femmes israéliennes. Et nous savons aujourd'hui, avec certitude, allez voir les rapports qui détaille comment les femmes palestiniennes sont violées par l'armée israélienne. Je pense que nous devons tous prendre conscience de la gravité de la chose. Ce qui est en train de se passer est dramatique. Et je pense que vraiment, avoir des personnes comme c'est Nourine. Qui ça, moi? Non, lui, Izeldine. Le docteur Izeldine. Izeldine, parmi nous,
On dit seulement bravo, docteur. Big up, big up. Thank you so much for what you are doing Merci. with Palestine. Bonsoir Denis, je suis ici. On passe la parole à Thierry Michel. Oui, merci pour cette excellente soirée qui nous a ouvert beaucoup de pistes, beaucoup de portes pour mieux comprendre la situation congolaise. Et merci évidemment à Kathleen et aux enfants de Pozy d'avoir pensé organiser ce débat, ce dialogue, ce débat. On a ouvert beaucoup de portes, mais l'une me semble vraiment fondamentale. Et quand on parle de la Palestine, ça rejoint la même problématique. On l'a dit, le Congo est dans l'oubli, dans le silence, peu présent dans les agendas médiatiques internationaux. Et on a proposé tantôt une table ronde ou une conférence de la société civile. Je pense que l'option d'une conférence internationale avec des décideurs, et je pense que Denis, tu as quand même beaucoup de contacts qui vont de l'Inde au Brésil, à la Colombie, aux États-Unis, à tous les pays d'Europe, et bien au-delà. C'est bonne volonté de personnalités de haut rang dans ces différents pays. Et l'autre option qui est intéressante, c'est de les associer. Et là, j'ai beaucoup apprécié que tu aies été dans la Silicon Valley, les associer pour les responsabiliser aux grandes multinationales qui finalement ont besoin de la paix. Contrairement à ce que leur discours doxa habituel, elles sont là pour créer la guerre et le chaos. Non. Elles ne veulent ni la guerre ni le chaos. La preuve, elles ne sont pas présentes au Kivu, un peu présentes quand même dans le pays voisin. Et des multinationales comme qui étaient là, dont la multinationale de l'or a fait faillite. Et je pense que beaucoup d'actionnaires qui ont voulu jouer la carte de l'Est du Congo, ils ont perdu leur plume. Donc, une conférence qui rassemblerait toutes ces forces pourrait mettre le Congo à l'agenda international. Reste évidemment la question, est-ce que ça peut se faire indépendamment des autorités congolaises? C'est la question que je te pose, ou est-ce que c'est simplement moralement, comme il y a eu le tribunal Russell en son temps, où des grandes personnalités du monde ont mis en avant la tragédie vietnamienne? Est-ce que ça doit se faire avec des prix Nobel de la paix et des personnalités qui ont une aura et une voix qui est écoutée au niveau le plus général possible? Merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Je crois que, bref, ça c'est mon opinion. Je crois que pour que cette conférence, puisque en fait on en a déjà évoqué, puisse porter des fruits, il faudrait absolument qu'il y ait des décideurs mondiaux et il faudrait absolument que les autorités congolaises fassent partie même de l'organisation. Parce que je crois que, j'ai dit, il faudrait faire une conférence qui transcende l'idéologie. Puisque une conférence pour la paix dans la région des Grands Lacs qui tient compte seulement de la souffrance de cette population qui a maintenant 3 décennies de souffrance. Et je pense que si on fait une telle conférence sans les autorités congolaises, eh bien, toutes les résolutions qui risquent d'être prises vont être gardées dans un tiroir, et ce n'est pas ça. Quand vous discutez avec les entreprises qui ont besoin des minéraux du Congo, vous avez raison, il n'y a pas une seule entreprise qui m'a dit « nous voulons la guerre ». Au contraire, ils regrettent qu'ils ont perdu les mines qu'ils avaient au Katanga, par exemple. Ils les ont vendues puisqu'ils ne savaient plus les gérer. Et moi, je crois que si on doit parler de la paix, il faut vraiment que ce soit tout le monde, que ce soit une conférence inclusive et où le gouvernement congolais peut jouer un rôle très important, puisque ça sera aussi au gouvernement congolais de pouvoir mettre en œuvre les décisions qui peuvent sortir de cette conférence. Le contraire, je crois que ça sera une conférence de plus où on fera la liste des intentions et puis après la conférence, tout le monde retourne chez lui tranquille.
c'est mon opinion. Je crois qu'il faut à un certain moment transcender ces opinions et se dire ici, l'objectif doit être de construire la paix. Et pour construire la paix, je ne vois pas des gens, il y a quelques personnes qui veulent la guerre. Et je crois que je suis en Belgique et j'étais choqué quand un président d'un pays, une puissance européenne, disait il a sous-entendu qu'il va bombarder des petits pays. Et là, j'avais compris la Belgique ou la Hollande. Vous comprenez que nous sommes dans une période où nous avons des gens qu'il faut arriver à cadrer. Et ces personnes-là existent, qui voudraient, ils sont ici en Europe, mais ils sont aussi en Afrique. Mais si la majorité peut se mettre ensemble pour imposer la paix, je dis bien imposer la paix, je crois qu'au Congo, ça serait plus facile qu'en Ukraine. Merci. On a bien entendu tous les mots et croyez bien qu'ils ne sont pas tombés dans l'oreille